toutes et à tous dans les podcasts de la FEDOM visant à promouvoir l'économie des Outre-mer. Aujourd'hui, nous recevons Marotea Vitrac, président du syndicat des Roms, des producteurs de rhum de Polynésie, ainsi que Ameline Bertoneau, chargée de mission à la FEDOM. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous souhaitons présenter le syndicat des producteurs de rhum de Polynésie, représenté par Monsieur Marotea Vitrac. Pouvez-vous nous présenter et nous expliquer le rôle de ce syndicat? Ce syndicat, il vise, si tu veux, à rassembler l'ensemble des producteurs autour d'un but, autour d'une idée commune, de façon à promouvoir notre filière. Donc ça, c'est son tout premier objectif moral, on va dire. Mais sinon, il y a deux objectifs qui sont très clairs. Donc c'est la défense d'une indication géographique, voilà, donc pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, développer la filière et pouvoir acquérir des aides, acquérir tout un tas de mesures qui vont viser à son développement. D'accord. Pourquoi avoir souhaité obtenir cette indication géographique et quels en sont les bénéfices, que ce soit pour les producteurs ou la filière locale? Cette indication géographique, elle est très importante parce que les producteurs, on sait comment ils sont. Et c'est bien normal, chacun monte son business, il fait son truc dans son coin, il avance. Et voilà, il y a un vieux dicton qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc c'est un peu l'idée qui nous a rassemblés autour de cette indication géographique. Il faut savoir que le marché du rhum est très concurrentiel, même s'il est très porteur. Et donc on avait tout intérêt, nous, pour exister dans le monde du rhum, surtout que ce qu'on vise c'est quand même l'export, eh bien à se fédérer autour d'une qualité, la toute première qualité, qui va être celle du rhum polynésien, et un cahier des charges qui définit bien cette qualité et qui permet donc de la communiquer auprès du consommateur. Pouvez-vous nous parler de la spécificité du rhum polynésien? Qu'a-t-il d'unique par rapport aux autres rhums d'outre-mer? Alors, le rhum de Polynésie française, il est très particulier du fait de plusieurs choses. Naturellement, la toute première chose, c'est les hommes qui le fabriquent et leur savoir-faire. Ensuite, ça fait quand même 10 ans qu'on fait du rhum. On n'en fait pas du rhum depuis 200 ans, mais depuis 10 ans, on a quand même essuyé pas mal d'écueils et on commence à avoir un savoir-faire intéressant. Ensuite, c'est son terroir. Voilà, le terroir de la Polynésie, il est riche de 119 îles, 119, 121 en fonction des sources. Bon, il y a environ une centaine d'îles, avec des sols basaltiques pour les îles hautes, des sols coralliens pour les atolls, qui en font une grande diversité et une grande richesse. Et puis enfin, il y a une grande particularité qui est vraiment la pierre angulaire de notre indication géographique, qui est l'utilisation de vieilles variétés ancestrales de nos ancêtres polynésiens qui ont traversé le Pacifique avec ces vieilles variétés. Et ces vieilles variétés, elles ont été complètement oubliées à l'ère sucrière à partir des années 1900, alors que c'était les principales cannes utilisées pour faire du sucre jusqu'en 1880. Et la canne au Tahiti, elle a fait le tour du monde jusqu'en 1880. C'était une canne très cultivée dans le monde, on l'a complètement oubliée. Et cette canne, c'est un véritable patrimoine culturel, ancestral, qui nous est rendu aujourd'hui, qu'on a la chance de pouvoir utiliser. C'est une chance de pouvoir valoriser cette ressource végétale qui, à mon sens, nous confère une vraie particularité. Voilà, nous, on est les seuls types au monde à faire du rhum pur jus avec les variétés de leurs ancêtres. Très bien, merci. Je suppose que le rhum a quand même une certaine contribution sur l'économie. Quel est son impact en termes d'emploi et d'agriculture? Et quels défis doivent être surmontés pour renforcer cette filière? Alors, l'impact économique, il est effectivement aujourd'hui, je dirais, encore assez mesuré, puisque même si on fait déjà partie d'une des premières filières agricoles, avec 70 hectares sur 4 archipels, c'est encore quelque chose de très, économiquement parlant, de très léger, mais c'est une ressource déjà financière pour le pays, puisqu'il y a des taxes qui sont prélevées sur la production des rhums qui sont vendus localement principalement pour l'instant. Après, en termes d'emploi, c'est 1 hectare, 1 emploi, donc 70 hectares, 70 emplois, ça c'est les emplois directs. Tu peux compter au moins un emploi direct pour chacun, donc ça fait déjà 140 emplois, mais ça c'est juste pour la partie agricole. Pour la partie distillerie, ensuite, je sais pas, on doit avoir peut-être 200 emplois qui ont été créés jusqu'à présent, mais ça c'est qu'un démarrage, c'est qu'un tout début. Dans toutes les îles tropicales du monde, on fait du rhum pur jus, on fait du rhum agricole dans certains pays. Et donc l'idée, nous, c'est de développer plutôt, nous on a coutume de parler, moi j'annonce au gouvernement 1000 hectares, parce que 1000 hectares c'est symbolique. C'est pas 100, 200, c'est 1000 hectares. Et 1000 hectares, quand on voit qu'il y a 20 000 à La Réunion, 9 000 en Guadeloupe, 6 000 en Martinique, on est large quoi. Les 1000 hectares, on les a. Donc c'est symbolique ce 1000 hectares, mais en même temps c'est notre souhait.
Et là, économiquement, c'est plus la même chose. Parce que 1000 hectares égale 2 à 3 000 emplois et égale le premier employeur de Polynésie, de loin. Et donc, beaucoup de charges sociales, beaucoup d'impacts sociaux, environnementaux, avec une vraie conscience du développement, si tu veux, tu vois, de nos îles. Et c'est pour ça qu'on s'est inscrit tout de suite dans le bio. Enfin, on a une démarche assez vertueuse aujourd'hui. Et donc, on entend bien la mener comme telle, c'est-à-dire faire les bonnes choses dès le départ. Hmm. Du coup, vous avez une filière qui est quand même assez jeune, comme vous l'avez dit précédemment. 10 ans. Est-ce que vous avez du coup comme objectif d'agrandir ou justement ces champs, si c'est possible même en Polynésie? Naturellement, on a pour objectif, si tu veux, de développer beaucoup l'agriculture, parce que c'est le nerf de la guerre, si tu veux. Mhm. Voilà, valoriser les terres, créer des routes de desserte, si tu veux, tu vois, de désenclavement des terres qui sont disponibles pour l'agriculture, et puis essayer de valoriser un maximum ces domaines, parce que quand tu vas faire une plantation de canne, et ben, tu vas donner accès aux terres, tu vas faire des routes de désenclavement, et tu vas pouvoir valoriser tout le reste. Donc c'est un peu l'idée. Marotia, vous êtes adhérent, enfin votre syndicat est adhérent de la FEDOM depuis quelques années maintenant. Comment la FEDOM peut encore vous aider à vous développer et vous accompagner dans votre activité? Bah écoute, je vais reprendre le même dicton que je t'ai dit tout à l'heure. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et moi je suis un homme de fédération. Voilà, un homme de projet, un homme de fédération. Donc je reste persuadé que en partageant les idées, voilà, l'être humain est un être social, on vit en communauté. Et la communauté, plus elle s'agrandit, plus elle va être forte et plus ça va être facile de passer les caps difficiles. Voilà. Et donc la FEDOM, elle nous apporte un soutien moral, elle nous apporte un relais, si tu veux, à Paris, puisque nous on est loin, on souhaite exporter nos produits, notre voix elle est toute petite quand on est en Polynésie, même avec tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Moi je crois beaucoup à la relation d'humain à humain. Je pense qu'on va beaucoup plus vite, hein, on fait beaucoup de choses en visio, mais on va beaucoup plus vite quand on croise des gens, quand on se parle vraiment, quand on se calcule, qu'on se regarde dans les yeux. Et ça, c'est un relais qui est très important pour nous parce que on est très ambitieux, on veut un très fort développement, on veut rattraper le temps perdu, quoi. On n'a que 10 ans et les 1000 hectares, nous, on ne va pas faire 300 ans pour prendre 300 ans pour les faire, quoi. Donc c'est en ce sens que la FEDOM nous aide beaucoup et on peut que vous remercier. Merci beaucoup. Le rhum polynésien peut-il devenir un levier d'attractivité touristique? Existe-t-il des initiatives pour intégrer sa découverte à l'expérience touristique en Polynésie? Bah, bien sûr, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de spiritourisme. Voilà, on est sur le mondial du rhum aujourd'hui, on en a parlé beaucoup en long, en large, en travers. Effectivement, le spiritourisme existe. S'il y a une route du Moneuil, par exemple, hein, qui est l'huile cosmétique qu'on utilise et qui est produite en Polynésie, bah, il pourrait y avoir une route du rhum. Et cette route du rhum, si tu veux, elle ferait le tour des distilleries, elle raconterait surtout notre patrimoine et cette histoire de nos vieilles cannes à sucre liées à notre histoire ancestrale. Ça, il faut comprendre que le rhum, chez nous, ça fait partie d'un patrimoine beaucoup plus ancien que quelques centaines d'années. Les premiers Polynésiens, ils sont arrivés en Polynésie en l'an 1000 et ils ont traversé le Pacifique sur leur pirogue double avec des variétés de canne à sucre qu'ils ont valorisées et qu'on utilise aujourd'hui. Tu vois. Et donc, si tu veux, c'est en termes touristiques très, très important de le raconter. Pourquoi? Parce que la Polynésie, ça reste une destination de luxe quand même. C'est très cher et c'est très beau. Et il y a de très belles choses à raconter. Et celle-là en fait partie, je crois. Dans un marché des spiritueux premium de plus en plus compétitif, pardon, comment le rhum polynésien peut-il se différencier et s'imposer à l'international par rapport aux autres? Ah bah là, c'est notre cahier des charges, tout simplement, hein. Voilà, donc nous, on fait que de la première presse, on n'ajoute pas d'eau, on a nos variétés ancestrales, voilà, on a un terroir, donc on a été les tout premiers à faire du rhum chez Manao, du rhum d'atoll, donc sur un atoll corallien. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atouts significatifs qui nous permettent de nous démarquer. Et donc c'est aussi pour ça, je pense qu'on est en bonne voie d'obtenir cette indication géographique, au moins à échelle locale, avant de pouvoir défendre notre dossier auprès d'INAO. Mais déjà, cette première reconnaissance locale sera un premier pas déjà très important. Et puis ensuite, bah, cette signature aromatique, elle nous permet, là je touche du bois aujourd'hui,
de gagner beaucoup de concours, d'être reconnu déjà malgré notre jeunesse. On arrive vers la fin du podcast. Pour conclure, quels sont vos projets et perspectives pour l'avenir de la filière Rome ou autre encore, s'il vous plaît? Bah, les projets et perspectives, déjà, c'est l'obtention de l'IG au niveau local. Ça, c'est la toute première perspective. La deuxième perspective, bah, c'est grâce à cette reconnaissance. Quand je dis local, c'est au niveau de Tahiti, au niveau du pays. Donc ça, on espère que ce sera en 2025. Bon, j'ai dit la même chose en 2023 et en 2024. Mais là, on touche au but quand même. Voilà. Et ensuite, ce sera bah, le dépôt du dossier auprès de la communauté européenne, auprès de l'INAO. Voilà, donc ça, c'est vraiment voilà, c'est notre fer de lance, quoi. Et puis, bah, c'est de continuer à développer de beaux produits, de belles distilleries, puis surtout des surfaces agricoles, parce que pour faire des belles distilleries et être considéré, il faut faire des vrais business, quoi. Il faut arrêter de planter 5000 m² par 5000 m², acheter un petit alambic de 200 litres. Bon, on ne veut pas rester artisan toute notre vie, quoi. Donc là, il y a certaines boîtes qui investissent dans des grosses distilleries avec des colonnes, avec des 30, 40, 50 hectares de cannes. Et donc ça, bah, ça nécessite de la surface agricole et surtout de faire le même travail qu'on a fait au niveau des distilleries, c'est-à-dire de fédérer les gens pour pouvoir aller tous dans le même but, qu'on ne s'éparpille pas, que les gens ne se chamaillent pas. Et donc on a contribué à la création d'une association l'année dernière, sous notre initiative, qui est l'association des producteurs de canne à sucre. Et cette association des producteurs de canne à sucre, eh ben, elle regroupe les 5 archipels. Voilà. Et c'était très important pour nous d'avoir un partenaire fort parce que pour faire beaucoup de rhum à l'avenir, ou en tout cas beaucoup de bons rhums, eh ben, il faudra beaucoup de belles plantations. Et si on laisse les agriculteurs se disperser, on aura beau, nous, être rassemblés, eh ben, on n'ira pas très loin. Donc les perspectives, je crois qu'ils sont surtout maintenant autour du développement du foncier et de l'investissement dans des belles distilleries. Avez-vous un message adressé aux amateurs de rhum ou à ceux qui souhaitent découvrir la richesse du terroir polynésien? On va acheter nos bouteilles de rhum, naturellement, si vous voulez découvrir. Voilà, déjà venez sur les salons, au Mondial du Rhum, au Salon de l'Agriculture, pour découvrir sur notre stand des rhums, futures indications géographiques rhum de Polynésie, nos beaux produits, voilà, on vous les fait déguster gratuitement. Les bouteilles ne sont pas gratuites en revanche, mais vous pouvez toujours en faire l'acquisition et à boire avec modération, bien entendu. Bah, très bien, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite du coup beaucoup de succès avec cette filière. Merci monsieur. Et ben, merci à vous pour votre écoute et pour toutes ces bonnes questions.